Bonjour et bienvenue sur Kayna TV pour cette 6e et dernière émission consacrée au municipal 2014. Aujourd'hui, je reçois monsieur Jean-Pierre Moore. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous voulez boire quelque chose, monsieur Moore? Oui. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Alors, un verre d'eau et moi je vais prendre une menthe à l'eau, s'il te plaît. Alors, nous sommes à une dizaine de jours du premier tour des municipales. Alors, comment ça se passe votre campagne actuellement? C'est une campagne très, très intense. Elle est très, très proche du terrain, en relation et en rencontre avec les Montpelliéraines et les Montpelliérains, dans les quartiers, différentes réunions, présence sur le terrain, c'est du porte-à-porte, c'est une activité très, très intense, puisqu'on est à effectivement pratiquement une semaine, une grosse semaine du premier tour. Et c'est l'occasion d'affirmer les grandes lignes de ce projet de manière très très concrète pour que ce projet que je porte, Montpellier avec Jean-Pierre Moore, avec toute l'équipe qui est derrière, qui est le cadre de large rassemblement, une politique de gauche réellement affirmée dans l'intérêt général et dans l'intérêt concret de la population de Montpellier. Alors vous voyez bien, nous sommes ici à la brasserie Le Sud. Est-ce que ça vous arrive souvent d'aller prendre un verre, sortir un petit peu comme ça dans les brasseries ici à Montpellier? Ah non, c'est un plaisir. Vous savez, moi j'ai fait pratiquement 200 réunions de proximité chez l'habitant, dans les lieux associatifs, dans les cafés, dans les bistrots. Aujourd'hui, une brasserie, c'est là où vit le peuple. Il est chez lui, il est au travail, où il n'a malheureusement pas de travail, il faut lui en donner. Il est sur des lieux de rencontre, des lieux de loisirs, des lieux de culture. C'est là où l'ADN de la vie au quotidien, c'est là que ça se passe. Donc c'est normal que les élus et les candidats soient là également. Alors vous êtes pas né à Montpellier, vous êtes né, j'ai vu, vous êtes né à Courgnon-les-Grottes. C'est au nord de l'Hérault. Au nord de l'Hérault. Ouais. C'est pas loin de Saint-Pons-de-Thomières, c'est ça? C'est à côté de Saint-Pons-de-Thomières. En 1949. Alors vous êtes arrivé à Montpellier très jeune. Oui. Vous avez fréquenté la fac de droit, vous avez connu le même professeur que Georges Frêche. Oui, tout à fait. Je l'ai comme enseignant à la fac de droit, où j'ai fait une licence de droit public. Alors racontez-nous un petit peu, quel souvenir vous gardez de votre jeunesse à Montpellier? Ma jeunesse à Montpellier, c'est une jeunesse très active. Moi, mon quartier à Montpellier, c'est le grand quartier autour de Saint-Éloi, de la maternité, en dessous du zoo. Bon, c'est un quartier où j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copains. Un quartier où on croisait excellemment ceux qui étaient dans les études, comme on disait, et ceux qui avaient déjà passé le Rubicon de métier manuel. Ils sont devenus plombiers, ils sont devenus peintres, ils sont devenus carrossiers. C'est ce qui fait l'intérêt d'être dans un quartier de la ville, parce qu'on est une partie de la ville, mais on est dans cette véritable dynamique très active. Moi j'étais dans un quartier où on jouait au football, on pratiquait le sport. J'ai joué 6 ans au club qui est l'ancêtre du Montpellier Hérault actuel, pas loin d'ici, au Pont Juvénal. Donc ma vie c'est ça, c'est l'époque où j'ai connu aussi le petit train de Palavas, que très peu de gens connaissent, parce que Montpellier est une ville qui s'est largement renouvelée, mais qui a assuré le lien entre Montpellier et le littoral avec Palavas-les-Flots. C'est aussi la qualité, le cadre magnifique de cette ville, qui a un beau patrimoine, qui s'est beaucoup développé et où il faut aujourd'hui apporter des éléments de vraie solidarité, de vraie identité, de vraie qualité, reposant sur la diversité de ces quartiers. Alors nous, si vous voulez bien, nous allons poursuivre cette conversation avec plaisir. Nos amis les Caïnotes. Monsieur Moore, je vais vous présenter d'abord les personnes qui seront avec moi pour vous interroger. Valentin, Bonsoir. Marion. Bonsoir. Et Khalid. Alors, ils vont vous interroger sur deux grands thèmes, grandes thématiques qui vous sont chères, je pense, aussi, qui sont l'emploi et l'image des quartiers. D'abord, on va voir un portrait qui a été dressé par 2 journalistes et un politologue qui est mis en image par Grégoire et Marion. Jean-Pierre Moore travaillait à la Poste, il était cadre à la Poste, chargé notamment des négociations dans les conflits sociaux, dans les réformes de modernisation de la Poste. Donc c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup la notion de transaction. De ce que j'en sais, Jean-Pierre Moore est entré en politique en militant au Parti socialiste depuis déjà assez longtemps et en se présentant dans le village de sa femme, donc le village de Cournon-Sec, dont il est devenu maire.
Il a ensuite été élu au Conseil général, il est devenu proche de Georges Frêche et il a été par la suite nommé président de l'agglomération. C'est le parcours classique, je dirais, de la notabilité du XXe siècle. Une pierre après une pierre, un pas après chaque pas, et puis finalement, un jour, on gravit les échelons. On commence par une petite commune, et puis on conquiert comme ça progressivement des mandats de plus en plus importants. Jean-Pierre Moore me semble être un homme de synthèse, surtout ces dernières années, depuis la mort de Georges Frêche, un homme de synthèse à la fois par nécessité, mais aussi par conviction. Son influence politique majeure, je pense, on peut dire que c'est Georges Frêche, au-delà de sa propre expérience professionnelle, qui lui a donné aussi des compétences plutôt opérationnelles dans le monde politique. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est en responsabilité à l'agglomération, sans mauvais jeu de mots, n'a de cesse d'essayer d'agglomérer les compétences, les énergies autour de lui pour proposer un projet politique qui soit à la fois dans la continuité de Georges Frêche, mais aussi qui parvienne à le dépasser et il est contraint de se démarquer. C'est socialiste mais sans effrayer le bourgeois. C'est assez tranquille, je suis copain avec les patrons et puis je suis copain avec les ouvriers. C'est quelqu'un qui laisse assez peu paraître de choses de lui-même. C'est quelqu'un qui, lorsqu'on le rencontre un peu plus longuement, en privé, un déjeuner, une interview, en fait, dit beaucoup plus de choses qu'il n'en dit publiquement. Il n'a pas une vraie légitimité pour certains électeurs sur Montpellier. Et le défaut, c'est un certain manque de charisme parfois. Bon, c'est pas un homme de verbe tellement, donc dans le Midi, on sait qu'on aime bien les gens qui ont la tchatche. Il a un petit déficit de ce côté-là. Sa force, c'est sa capacité de synthèse. C'est une certaine forme d'humilité, de discrétion. Et en fait, je pense que les gens se méfient assez peu de lui. La faiblesse, c'est finalement une certaine forme de timidité, un retrait personnel par rapport au collectif. C'est quelqu'un qui probablement ne fait pas assez rêver ses alter-ego. Si c'était un slogan, on va passer Montpellier Unlimited parce que ça lui va pas trop quand même. Moi je vois bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est quelque chose qui à mon avis lui va parfaitement bien parce qu'il a su partir juste au bon moment. Alors Jean-Pierre Moore, on a entendu beaucoup de choses sur vous dans ce portrait. On vous a, on dit que vous êtes un homme de synthèse, que vous manquez de charisme, que vous n'avez pas une vraie légitimité. Comment vous réagissez à ça ? Bon, je réagis. Il y a des choses qui me semblent tout à fait correspondre à ce que je suis et que je ressens personnellement. Il y a des éléments qui sont à nuancer parce que je considère aujourd'hui que, d'abord, je suis un homme de gauche sincère et véritable. Moi, je viens d'un milieu qui a connu des grandes grèves. Je viens d'un milieu où mon père a pris la résistance à 17 ans, en 1942, donc un fort engagement, mais c'est pas la peine de le crier sur le toit, il faut agir. Agir et ne pas courir à la victoire quand elle est assurée, comme le monde actuel en est trop la traduction. Je ne suis pas effectivement quelqu'un de bling-bling qui a besoin, pour donner l'impression qu'il existe, de balancer tous les jours des petites puces dans les journaux ou des caricatures qui ne sont pas finalement ce qui intéresse les gens. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné à la fois d'histoire, de géographie, ça je le tiens de mon père, qui est passionné aussi de ténacité, c'est-à-dire que quand on a une conviction, on fait en sorte de la mener jusqu'au bout, et puis ce qui est le rôle d'un responsable politique qui est également un citoyen. Moi je me situe au même niveau que l'ensemble des gens qui sont issus dans cette brasserie, mais qui sont aussi ce soir ou qui étaient ce matin dans leur quartier, dans leur habitat. Je sors de là et mon rôle il est de fédérer toutes les énergies pour trouver les solutions aux problèmes
de société, aux problèmes de la ville, et c'est pour ça que je suis candidat. Et Donc je ne suis pas dans le spectaculaire, je suis dans le fond des choses, et dans le sérieux et dans le concret. Et quand on dit que quand on dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est un slogan qui résume bien votre personnalité, c'est un slogan qui vous va bien? Oui, je pense qu'on n'a rien, ça vient pas comme ça spontanément. Bon, le hasard ou l'opportunité qui fait qu'à un certain moment ça vous tombe comme ça n'existe pas. Moi je ne crois qu'au travail en profondeur, au fait de rassembler les uns et les autres derrière une dynamique qui est portée à ce moment-là par les uns et par les autres. Et puis le temps vient à point, ça, il faut le faire venir de loin également. Moi je suis en campagne par exemple depuis le 27 février 2013. Mais j'étais déjà en campagne par rapport à l'intérêt public auquel je crois depuis malheureusement la disparition de Georges Frêche. Et j'étais en campagne 10 ans avant quand j'ai été son premier vice-président très actif. Et je suis en campagne depuis 83 où j'assure une responsabilité de maire dans une commune qui n'est pas une petite commune, qui est une commune aussi belle, aussi grande que les autres, mais dont il est aussi important d'en être le maire, je l'ai été pendant 5 ans, et d'être demain, peut-être, le maire de la grande ville, dont j'assure d'ailleurs la présidence de l'agglomération, qui est beaucoup plus grande que la ville de Montpellier. Mais Montpellier, c'est la locomotive, c'est la pépite de ce territoire, à condition que tout le monde bénéficie des mêmes conditions d'affirmation dans la cité. On va y venir. Valentin, vous avez une question déjà à poser. Alors moi, je voulais vous poser une question donc, concernant votre côté médiateur. Oui. Le politologue Emmanuel Négrier a bien parlé de votre carrière à la Poste et du fait que vous faisiez beaucoup de transactions, beaucoup dans la médiation, dans le consensus. Et en fait, lors de la dernière primaire socialiste, donc, vous n'êtes pas servi de cette qualité justement avec Madame Mandrou, puisque vous avez eu besoin de faire venir Monsieur Hérault et Monsieur Barthelone pour venir un peu pour avoir son soutien. Et donc, comment ça se fait ça en fait? Non, c'est pas tout à fait ça. Allez-y, expliquez-moi. Quand on est dans une famille politique, quelle qu'elle soit, il me paraît tout à fait normal que les militants ou les adhérents de cette sensibilité politique puissent exprimer leur point de vue. Le choix de maire, ça me paraît évident quand on est au Parti Socialiste, et j'imagine que c'est la même chose chez les Verts, ça pourrait être ou ça devrait être la même chose chez la droite. Je pense qu'il est important que les militants s'expriment sur leur position par rapport à la détermination, l'affirmation du choix de celui ou celle qui leur paraît le plus à même de relever cet enjeu et ce défi. Alors il se fait qu'il y a des dispositifs pour ça, c'est des élections auxquelles sont conviés les militants. Alors on a parlé aussi, c'est une évolution de la société, de primaires citoyennes, par exemple, qui sont un cadre encore plus large. Il y avait ces deux possibilités. Mais moi je tenais à ce que les militants du Parti Socialiste de l'Hérault, de Montpellier, s'expriment sur le choix politique, au sens plein du terme, pas politicien, qu'ils avaient à mettre dans la balance pour déterminer qui ils entendaient positionner en tant que chef de file de leur sensibilité. Mais du coup, mais comment ça se fait que M. Hérault a dû venir justement pour vous... Alors écoutez, non mais M. Hérault, il vient à la fin pour d'autres choses. Il y a des temps pour des primaires. Madame Mandrou, maire sondante, que je viens de quitter d'ailleurs à l'instant, a considéré que sa personnalité, son mandat ne devait pas être remis en cause quant à l'idée de désigner, de passer par un vote. Il y a un candidat dissident qui lui a considéré qu'il n'était pas concerné par le match. Quand on est dans une famille politique, on en adopte les règles. Et le Parti Socialiste, comme c'est de règles d'ailleurs, a considéré qu'il devait y avoir une élection primaire. Et cette élection primaire s'est déroulée. J'ai obtenu 70% de voix et j'ai été désigné par les militants du Parti Socialiste avec un score de 60% sur ma personne. Donc je suis le candidat du Parti Socialiste, mais qui rassemble largement au-delà. La famille socialiste est réunie. Vous avez vu, entre parenthèses, qu'Hélène Mandrou apporte également son soutien à Jean-Pierre Moore et qu'il y a une dissidence, mais qui est une dissidence isolée, dont je n'ai plus à parler d'ailleurs, puisque je vois que dans la presse, il semble être dans une forte porosité avec la droite et avec le Front National. C'est un article qui est paru hier dans l'Hérault du jour. Donc moi, je suis le candidat, effectivement, qui rassemble le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, la société civile avec ce qu'elle a de savoir-faire, mais également des représentants communistes, le MRC et le PRG. Voilà le rassemblement que j'incarne avec
je l'espère, je le pense et je le souhaite aussi, le maximum de ce qui fait le Montpellier d'aujourd'hui. Celui qui est dans les quartiers avec ses référents, celui qui est dans le monde associatif, le monde culturel, le monde sportif, le monde de l'économie, le monde de l'environnement, ceux qui ont envie de s'investir et de recevoir en retour ce que se doit d'apporter la ville à sa population. Khalid, une question? D'abord, moi, je voulais m'adresser à vous en tant que, non pas en tant que maire sortant, mais en tant que le candidat qui rassemble justement cette famille politique qui est le Parti Socialiste et le rassemblement de la gauche. La question est la suivante, c'est quel bilan pouvez-vous nous faire sur la politique sortante en matière de logement, en matière d'emploi et en matière de sécurité? Alors, comme vous l'avez évoqué, je ne suis pas le candidat sortant. Moi, je ne suis pas celui qui est comptable du bilan dont on pourrait dire qu'il est la traduction des 6 ans et des années antérieures. Je suis par contre le président de l'agglomération de Montpellier. Et le président de l'agglomération de Montpellier, il intègre dans sa collectivité la ville de Montpellier qui en est la locomotive, qui est un élément essentiel, central des politiques sociales que vous évoquez. Alors, moi, je ne parlerai pas en termes de bilan, je parlerai en termes d'avenir à travers ce qu'on a lancé, initié au niveau de l'agglomération pour le compte des 31 communes, mais pour le compte, bien entendu, de Montpellier. Ça veut dire, sur le plan du logement, le fait que j'ai acté l'an passé, avec la signature du programme local pour l'habitat, le passage à 40% de logements sociaux. On est parti dans les temps de 20%, 25%. On est passé à 30%. Désormais, les 30 communes de l'agglo font plus de logements sociaux que la ville de Montpellier, dans un rapport de 56-44, alors qu'avant c'était inversement 75-25. Et la ville de Montpellier doit rentrer également dans ce dispositif. 40% de logements sociaux répartis sur les quartiers, avec également 20% d'accession abordable à la propriété, avec tous les éléments pour faciliter le fait que des gens qui sont dans le logement social puissent passer à l'accession à la propriété. Et puis après, il y a 40% de libre sur un global de 5 000 logements. Mais ce qui est important par rapport au logement social, je tiens à le dire ici, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, je tiens également à ouvrir le champ de la lisibilité, de la simplification des conditions d'accès au logement social. Il n'y a pas de discrimination dans les propos que tient Jean-Pierre Amour dans les objectifs qui sont les siens. Chacun en fonction de l'antériorité de sa demande, chacun en fonction de son origine, de son lieu social, de sa caractéristique de citoyen qui est positionné sur tel ou tel quartier, se doit de rentrer dans le dispositif qu'on va mettre en place. Si on est à 5 000 logements par an, dont 60% de sociabilité, il faut qu'on aille au bout du contenu de cette approche. Parce que le logement social, c'est un des éléments qui affirme la dignité humaine, qui la rende pour ceux qui n'en ont pas, en complémentarité de l'emploi, en complémentarité des éléments aussi de service que se doit de rendre la ville à sa population. Je dis bien une ville qui est à disposition de sa population, et non l'inverse. Ça veut dire assurer les devoirs régaliens en matière sociale, en matière de culture, en matière d'éducation, en matière de transport, en matière de tout ce qui fait la ville au quotidien. Justement, ma question était dans ce sens quand je parlais de bilan. C'est juste pour rappeler quand même que c'est une majorité sortante, une majorité qui est aux affaires depuis plus de 30 ans. Et le constat que je fais, que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui, puisqu'on est dans une thématique liée au quartier populaire, c'est qu'on voit d'un côté la ville s'émanciper et de l'autre côté certains territoires s'engouffrer. Quand je parlais de bilan, je veux dire, pour une équipe sortante, la notion de bilan est importante, je pense. Vous parlez d'avenir, on est tous à parler d'avenir. Mais comment on peut construire un avenir si on ne tient pas en compte des erreurs du passé, par exemple? Vous avez entièrement raison. Moi, actuellement, le constat que je porte, c'est l'approche de réponse que je vous fais. C'est que je souhaite éviter une ville à 2 vitesses. Ce que j'observe actuellement, c'est que dans la géographie de Montpellier, vous avez la bordure montpelliéraine qui part des quartiers populaires des Hauts de la Payanne, Mosson, Payanne, tout ce qui concerne Paul Valéry, tout ce qui concerne la Croix d'Argent, Saint-Martin, la Pompignane. Ça, c'est, disons, la bande populaire qui est dans le cadre de la géographie montpelliéraine. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur cette sectorisation-là, il y a un niveau de revenu social par habitant qui est nettement inférieur à la moyenne globale de la ville. Ça veut dire qu'il faut éviter que le fossé se creuse. Ça veut dire la politique de l'emploi, où il faut effectivement amener dans les quartiers une proximité à travers des régies de quartier, à travers une économie solidaire, avec des plateformes de regroupement des entreprises à proximité des acteurs du territoire des quartiers,
Parce que la ville aujourd'hui n'est plus organisée sur sur lequel elle est basée administrativement, 10 quartiers. Montpellier avait 110 000 habitants en 1960, il en avait 200 000 en 90, il en a aujourd'hui 256 000. La réalité de Montpellier, c'est en gros 20 quartiers. Et moi j'entends mettre la proximité avec des vrais élus de quartier, avec des comités de quartier constitués des référents de chacun des quartiers, avec les associations et avec les politiques d'ouverture, de proximité, très lisibles par rapport à l'instruction, l'analyse, le constat, le bilan de ce qu'il faut faire en matière de logement dans la proximité. J'ai rencontré par exemple les représentants de la population des quartiers gitans, des quartiers musulmans. Bon, tout ceci, c'est important à analyser en termes de vraie solidarité, être très près d'eux. Alors, une question de Marion, rapidement, avec une réponse très rapide si possible, pour que nous puissions passer au sujet justement que nous allons aborder dans un instant. Moi, je voulais retourner en fait un peu sur le portrait qui a été visionné à l'instant. Vous apparaissez comme un homme d'une grande humilité, plutôt discret, voire même timide, qui se dévoile peu publiquement, mais qui visiblement se confie plus dans la sphère privée. Donc ici, on est en plus ou moins petit comité. Est-ce que vous pouvez vous dévoiler un peu plus Alors écoutez, si être humble, c'est être timide, vive les humbles. Hein. Voilà. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus, en gros, alors à la limite de timidité, pour que tout le monde reste à ce niveau de simplicité, de sincérité. Moi, je sors d'un milieu simple, effectivement, d'un milieu populaire. Les chevilles de Jean-Pierre Amour, ce sont les mêmes depuis 18 ans. Il en a 64. Hein. Je ne me prends pas la gomme, quoi, en quelque sorte. Je sais rester au niveau de ce qu'est la vie pratique, la vie concrète. Hein. Le rôle d'un élu, c'est pas de faire du bling-bling, c'est de pas de se la jouer. C'est tout simplement de réunir l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs sociaux, l'ensemble de ceux qui sont en souffrance, les associations, leur donner les véritables moyens pour exprimer une ville qui prend en compte cette solidarité et qui la positionne de manière très très concrète, très positive. Voilà qui est Jean-Pierre Amour. C'est un homme qui aime le sport, qui pratique le sport, qui n'y va pas uniquement comme certains à 3 mois d'une échéance pour se faire revoir dans la boufferie d'après-match. Moi j'y vais depuis 1955. Je vais sur le terrain. Précisément J'adore tous les sports, mais j'ai joué au football jusqu'à 38 ans. J'ai même joué de 36 à 38 ans dans la même équipe avec mon fils. J'étais libéraux et lui était stopper. Si on passait le fils, on avait des difficultés à passer le père. Alors, on va vous interroger maintenant sur 2 thématiques. D'abord, l'emploi, un thème qui vous est C'est le respect des gens qui est important, le respect. Qui est cher à votre programme. Nous allons à la Paillade, à la rencontre de jeunes et de 2 jeunes et d'une association, un reportage de Kaina TV, mise en image par Hilaire Slim, Marion Sève et Mathilde Bergon. À tout juste 18 ans, Sabri vient de signer son premier contrat d'avenir fin janvier. C'est grâce à sa pugnacité qu'il a trouvé ce poste de secrétaire commercial dans un cabinet d'assurance. Je commence vraiment à, comme je vous disais, j'arrivais pas à me donner d'objectifs et là maintenant j'ai des buts. Je me dis où je serai dans 10 ans, je me demande ce que je ferai, est-ce que je pourrais ouvrir ou non ma propre entreprise, est-ce que je pourrais... Et j'arrive à avoir cette ouverture d'esprit que je n'avais pas et j'arrive aussi à réaliser et à comprendre à quel point j'ai une chance. Pourtant, pendant longtemps, le jeune homme a connu des moments difficiles. Déscolarisé très tôt, il n'a aucun diplôme. Au bout de 3 ans d'expérience, Sabri pourra valider ses acquis professionnels afin d'obtenir le bac et le BTS équivalent. Tout va mieux avec moi-même déjà, premièrement, et tout va bien, quoi. Tout est mieux, je suis heureux, je suis content, je fais un boulot qui me plaît, avec des gens que je côtoie pas forcément, mais qui sont gentils eux aussi. Enfin, j'avais vraiment besoin de cette part de relationnel et je l'ai obtenue en travaillant ici. Selon une étude menée par le Conseil d'analyse économique, parue début 2013, 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation, soit 17% de cette classe d'âge. Avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, la France fait partie des plus mauvais élèves en Europe en matière de formation. Les quartiers populaires sont les plus touchés, notamment à la Paillade, au nord-ouest de Montpellier. Par exemple, sur le sud de la Paillade, près de 40%, près de la moitié des jeunes sont sans activité et dans aucun dispositif de formation.
Après, je ne dis pas que ce qui existe ne marche pas, mais pour une partie de ces jeunes, les plus structurés, ceux qui ont les prérequis scolaires, ceux qui ont un petit bagage, peuvent s'en sortir. Mais une large majorité de ces jeunes, de ces 40%, sont sur le carreau. À la période, à part le Pôle emploi qui a celle neuve et la mission locale qui est avenue Louis Ville, il n'y a rien d'autre. C'est que le truc, c'est qu'on ne les voit pas. C'est qu'il y a certaines assos qui sont à la paillette. Dès qu'il y a des personnes qui les cherchent et qui ne sont pas de la paillette et qui nous demandent la route ou le chemin, qui nous disent ouais, il y a cette assos-là, mais nous, on ne le savait même pas. Ça veut dire qu'il y a des associations, il y a des structures qui sont à la paillette, que même les pailladins, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas où ça se trouve parce qu'il n'y a aucune information. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas de la paillette et qui savent où c'est. Le niveau de formation, certes, mais également l'origine socio-géographique ou encore le manque d'expérience sont autant de freins à l'embauche. Les conditions dans lesquelles on vit, tu vois, parce que habiter dans un quartier, c'est pas très simple. Et puis voilà, il faut faire avec d'un côté. Après, tu as le manque de vocabulaire qui nous pèse un peu, tu vois, parce que les jeunes de quartier, ils n'ont pas forcément un vocabulaire soutenu. Tu vois, donc c'est ce qui fait qu'on a du mal à se faire comprendre certaines fois, on va dire, avec certaines personnes. Donc après, tu as la tenue vestimentaire qui ne leur plaît pas forcément, que déjà ça pose des barrières, ils te jugent juste avec la tenue vestimentaire avec laquelle tu es, en fait, avec laquelle tu es vêtu. Un jeune peu qualifié, qui a peu d'expérience dans un restaurant, qui est un peu gauche, qui ne sait pas trop machin, eh ben, l'employeur il se dit ben, il ne va pas me rapporter assez de fric pour couvrir le coût. Sa productivité ne rapporte pas assez de fric. Voilà. Et si ces entreprises ne sont pas aidées, peut-être qu'elles n'embaucheront pas. Il faut renforcer et soutenir tous les dispositifs qui facilitent l'apprentissage, mais dans les petites entreprises. Et voilà. Et en parallèle, favoriser aussi des dispositifs nouveaux qui permettent d'accompagner l'emploi. Alors il y a le système d'apprentissage classique, mais quand je parle d'emploi aidé dans les petites PME, des emplois aidés accompagnés d'un dispositif obligatoire de formation pour les jeunes. Depuis plusieurs années, des dispositifs d'aide à l'embauche sont mis en place. Mais selon le directeur de l'association Défi, ceux-ci restent encore inefficaces. Aujourd'hui, tous les dispositifs soutiennent le secteur non marchand. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que ce type d'emploi aidé soit aussi ouvert sur le secteur marchand. Et pas les grosses boîtes, mais pour les petites PME et les petites entreprises. Favoriser et soutenir l'apprentissage, par exemple, pourrait proposer, créer des postes au niveau du Pôle emploi, avec des référents qui iraient dans les entreprises, des référents apprentissage, et des référents qui expliqueraient et qui accompagneraient les petites entreprises dans le recrutement de jeunes de faible niveau de qualification avec un renforcement des aides de l'État. Montpellier accuse un fort taux de chômage avec 14,2% en 2013, bien au-dessus de la moyenne nationale avec 10,4%. Alors, le constat est alarmant. En matière d'emploi, dans les quartiers populaires, par exemple, sur un secteur comme la Paillade, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, la moitié des jeunes de moins de 26 ans se retrouvent sans activité professionnelle. Cela représente environ 46%. Ce sont plus de 12 500 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 45 personnes qui sont non diplômées. Alors on a épluché votre programme, Jean-Pierre Moore, et cela nous étonne un petit peu qu'il n'y ait pas vraiment de choses concrètes, je dirais, concernant les quartiers populaires. Alors que les quartiers populaires représentent quand même 10% de la population de Montpellier. Alors il faut mieux lire le programme, alors, parce qu'il y a une mesure sur 5 qui concerne directement l'emploi et l'économie. Le tableau qui est présenté, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer à maintes reprises, M. Benali, au niveau de l'association Défi, ainsi que les associations qui s'en occupent. C'est un reflet de la réalité. Ça veut dire aujourd'hui que Montpellier, paradoxalement, est le territoire qui crée le plus d'entreprises et le plus d'emplois, comparativement à
des villes de taille équivalente, mais qui aussi a 4 points de plus de chômage que la moyenne nationale et 40 à 50% de difficultés de chômage des jeunes dans les quartiers populaires. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes et rapidement. Si on veut éviter la ville à 2 vitesses. Comment se fait-il que, par exemple, une ville comme Montpellier, qui forme à tous les métiers, avec plein d'universités, d'écoles, etc., il y a un fort taux de chômage comme ça? Alors, ce qu'il explique, c'est plusieurs raisons. Montpellier n'est pas une ville industrielle. Donc, alors, à la limite, c'est aussi un avantage parce qu'on aurait été ville industrielle, on serait dans un schéma de déstructuration ou de restructuration qui serait pire. Par contre, Montpellier a une industrie en devenir, mais ce n'est pas le sujet que je voulais aborder là, en devenir, qui est l'industrie verte, blanche et grise. Celle du numérique pour le gris, qui va être très important pour tout le secteur économique et le secteur de la culture et toute la vie en devenir sur les décennies qui viennent. Le secteur des économies vertes, c'est toute la politique énergétique, les nouveaux métiers qu'on va pouvoir mettre en place avec les entreprises qui sont sur ces activités-là. Et l'industrie blanche, c'est tout ce qui a trait autour de la santé. Et puis, il y a les emplois, je dirais, traditionnels, de ceux de la vie au quotidien. Et là, il est important de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Il y a, je vais en balayer 4 ou 5 rapidement. Rapidement. Oui, mais très rapidement. Il y a actuellement des grands travaux sur Montpellier. Je l'ai évoqué avec beaucoup de gens qui sont ici ce soir récemment. C'est 5 milliards d'euros de travaux dans des métiers de terrassement, de déplacement de l'autoroute, de contournement ferroviaire de Montpellier, de bâtiments importants avec la gare TGV, de tramway, etc. L'objectif, c'est de mettre en place 1500 emplois créés, non délocalisables et pérennisés. Comme on l'a fait il y a 4 ans, avec la 3e et la 4e ligne, on a créé 300 emplois. Ça, c'est un dispositif. J'ai pris en charge, j'ai pris en main la création de cellules d'accompagnement pour l'emploi, dont les premiers éléments de traduction sont là, 183 emplois créés à ce jour, et on va amplifier. Le deuxième élément, c'est ce qui était dit dans le document. Situer davantage les jeunes, qu'ils aient ou pas un diplôme, dans des trajectoires de vie, de compagnonnage, très liées avec les entreprises. Et là, directement, de gré à gré. Et moi, j'entends passer une convention, c'est dans le projet, directement, avec les 28 000 entreprises du territoire de l'agglomération de Montpellier. Je veux lancer ce qu'on appelle une banque de stage. Une banque de stage qui permet de mettre des jeunes sur une trajectoire de vie dans laquelle ils pourront faire valider leur expérience successive de 1, 2, 3 stages. Pour les mettre davantage en situation d'être dans les métiers actuels qu'il faut conforter, parce qu'il faut développer, muscler le territoire des entreprises montpelliéraines, et puis il faut aller au-devant déjà. Ça veut dire des régies de quartier, des plateformes d'entreprises qui sont plus sériées dans la proximité, avec des espaces pour les commerçants, pour les artisans, pour les associations. La culture est un vivier également très très important, parce qu'on va créer sur Montpellier la 5e roue du dispositif culturel, avec tout ce qui remonte de l'art vivant, de la culture contemporaine, de la culture urbaine. Et là, il y a des mines d'or autour de la culture pour créer de l'emploi. Justement, il faudrait que plus de jeunes des quartiers populaires, justement, aient accès à tous ces modules. C'est ce que je vais lancer, c'est ce que j'ai déjà lancé il y a 4 ans pour le tramway, c'est ce qu'on va amplifier avec les grands travaux, et c'est ce qu'on va concrétiser avec la banque de stage qui va démarrer d'ici 15 jours, puisque nous sommes en train de mettre en place le dispositif, dans le prolongement de ce que souhaitait faire le gouvernement d'ailleurs par rapport à la politique des jeunes, et par rapport à une bonne adéquation avec le recteur de l'académie, puisque cette banque de stage va être un des éléments qui va concerner certes des jeunes qui sont dans le dispositif scolaire, lycéen, universitaire, mais également et surtout les jeunes qui n'ont pas de diplôme, pour les réinsérer en quelque sorte dans le train d'avancée de la vie. Ça, c'est un engagement très fort. Je me bats comme un lion pour ça. On n'est pas très nombreux, quoi. On n'est pas très nombreux, mais moi je sais qu'on ira au bout et qu'on gagnera ce match-là. Khalid, une question? Si vous... Oui, juste pour revenir sur à la fois le reportage et à la fois ce que vous proposez dans votre programme. Honnêtement, on a l'impression de l'intérieur de certains quartiers populaires que vous ne prenez pas la question de ces territoires vraiment en termes d'urgence. Pour nous, le constat, il n'est pas préoccupant, il est alarmant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté à une jeunesse qui est de plus en plus en perdition, de plus en plus livrée à elle-même et de plus en plus aliénée sur le plan politique, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus en personne. Parce que justement, ils pensent qu'on les a abandonnés depuis pas mal d'années, etc. Nous, on est confrontés sur le terrain tous les jours au mécontentement des jeunes, etc.
Et on ne ressent pas dans votre programme une attention particulière vis-à-vis de ces territoires. Pourtant, dans la pratique, on nous vend Montpellier comme la ville de l'égalité, etc. Pour d'autres questions, il y a une volonté politique. Pour la question des quartiers populaires en général, que ce soit en termes d'emploi ou de sécurité, on n'a pas l'impression qu'il y a une réelle volonté politique pour je veux dire, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de problèmes, qu'il y ait de moins en moins de jeunes au chômage, de moins en moins de jeunes qui sortent du circuit scolaire, et de faire en sorte que ces quartiers aillent mieux, quoi. Et on a vraiment cette impression-là. Alors, je vais vous préciser, pour éviter que vous ayez cette impression, la réalité du programme. L'élément de base du projet que je porte, c'est un élément à deux branches qui se croisent, qui se recoupent. C'est une ville dynamique, parce que Montpellier ne peut pas se permettre d'être demain le Béziers paupérisé depuis 30 ans. Montpellier, c'est la capitale régionale, c'est une ville qui a des capacités, qui a un potentiel, mais il faut qu'elle en fasse bénéficier l'ensemble de sa population. Donc, notamment, les quartiers. Moi, j'entends partir de la structuration de cette ville reposant sur la structuration des quartiers, la diversité des quartiers, qui est une action fondamentalement ancrée dans le dispositif au quotidien que va mener la ville. Quand je dis une ville à la disposition de sa population, c'est exactement ça. Une ville ciblée, par exemple, sur soulager un peu le portefeuille des familles populaires, c'est tout simplement assurer la gratuité des fournitures scolaires. C'est assurer la gratuité des activités culturelles, d'activités d'éveil, créatrices, liées à la réforme des rythmes scolaires. C'est 2 millions d'euros que je mets à disposition des quartiers populaires. C'est 10 000 familles qui sont directement concernées par une amélioration du pouvoir d'achat, ou une moindre dépense, ou une non-dépense par rapport à ces éléments. C'est du pouvoir d'achat que je renvoie, c'est de la possibilité également de mieux saisir des opportunités, des réalités en direction de l'emploi. L'emploi lié à la formation, c'est le lien direct qu'on aura avec la région pour mettre en place, et les entreprises, pour mettre en place ces parcours, ces trajectoires de vie. C'est aussi l'action de proximité que j'entends mettre avec les commerçants, avec les artisans et les entreprises des quartiers populaires. Il y a des entreprises dans les quartiers populaires qui sont en situation d'avoir déjà des emplois conséquents, j'en connais quand même quelques-unes, et il y en a d'autres qui peuvent être aidés, qui peuvent être solidaires également de ce dispositif. C'est une vraie action ciblée sur la proximité. En plus des grandes donnes, qui sont que sur Montpellier, il y a de la recherche, il y a des développements, il va y avoir de grands positionnements de la technologie autour de la gare TGV, mais autour, il faut que les quartiers répondent également avec une plus grande attention, beaucoup plus grande attention de la part de la collectivité. Voilà une série d'exemples que je porte. Le microcrédit participatif aussi, pour aider ces régies de quartier à affirmer leur rôle de plateforme, de tremplin positif par rapport à ceux qui, actuellement, ont l'impression qu'ils sont dans le vide. Je crois que Valentin a une question aussi à vous poser. Bah moi, je vais revenir un peu à ce qu'a dit Ralid. On vous dit homme de proximité, à l'écoute des préoccupations de chacun. Et donc, vous vous dites concerné par tous les Montpelliérains. Mais moi, en relisant votre programme, j'ai quand même vraiment l'impression qu'il s'adresse un peu à une élite à Montpellier. Ah bon ? Oui, c'est que les quartiers populaires qui sont vraiment, on peut dire, dans la galère en ce moment, ne sont pas vraiment concernés. Et donc, je voulais savoir, en fait, vous vous dites homme tourné vers l'avenir, mais est-ce que justement, il ne faudrait pas s'intéresser plutôt au présent parce que ça urge un peu, quoi. Oui, mais le présent, c'est l'avenir, je veux dire. Montpellier, qui a un Montpellier sur deux qui a moins de 34 ans, ça veut dire que le mandat qui vient, là, j'ai une double responsabilité et j'entends la mener de cette manière-là. D'abord, c'est une responsabilité pour mettre très rapidement dans le train de la marche en avant la difficulté qu'on est en train de commenter. Premier point. Et le deuxième, c'est un devoir d'avenir, parce que ça, les 5 ans se joue l'avenir de Montpellier. Dans les 5 ans, si on n'est pas, par exemple, métropole, si on ne réussit pas à souder ce lien entre la ville en elle-même et son territoire et la réalité, la diversité de ces quartiers sur des points aussi importants que le logement, que l'emploi, que la culture, et bien tout simplement, dans quelques temps, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tous les centres décisionnels partiront sur Toulouse, sur Lyon, sur Marseille, sur Barcelone ou ailleurs. Il est important d'avoir à la fois l'équation croisée d'une ville dynamique, d'une ville qui est tournée vers l'avenir. Et la priorité des priorités, c'est l'activité, c'est l'emploi et c'est la jeunesse. C'est ce qu'on doit lui donner. Et moi, je me bats à fond par rapport à ça. C'est mon programme, ça. Mais alors quand on me dit que... concrètement, mais concrètement, c'est la... Je vais pas redire. Par exemple, juste...
pour qu'une personne d'un quartier populaire comme la Paillade ait un emploi. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, concrètement? Mais je vous dis qu'il y a 28 000 entreprises sur le territoire. À le vol, les 5 000 entreprises auto-entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'il en reste 23. Vous voyez ce que ça veut dire? 23 000 stages par an, mais pas des stages bidons dans le style je te prends 3 semaines, je te prends 6 jours ou je te prends 2 mois. Un stage resitué dans un parcours de vie. Le jeune, il est formé ou il n'est pas formé? S'il faut davantage le former, on va le former davantage. Il aura l'expérience sur chantier. Il peut glisser sur un autre. Et ensuite, d'un stage temporaire, on peut passer à un CDD. Et ensuite, on peut passer à un CDI. 22 000, 23 000 par an. Liés avec les entreprises directement, chef d'entreprise par rapport aux jeunes. Nous, on assure uniquement le rôle de pivot, de soudure. Et ensuite, ça concerne, ça a été dit dans le reportage, pas uniquement les emplois non marchands, parce qu'on demande tout à la puissance publique, mais on dit, attention, il faudrait mettre... Oui, puissance publique, on n'a pas la vocation à créer des emplois publics pour des emplois publics. On est un rôle d'animateur, donc on remplit les conditions pour favoriser le développement de l'activité. Ce qui est important, c'est l'emploi marchand. Donc les entreprises, les commerçants, les artisans. Et c'est avec eux qu'on va se battre. De même qu'on va se battre avec la Fédération des bâtiments, la Fédération des transports, pour réunir toutes les conditions pratiques, concrètes, pour que des jeunes et des non-jeunes, parce qu'il y a aussi le chômage de longue durée, certaines personnes qui sont au chômage à 50 ans, 55 ans, c'est pas tellement marrant. Donc voilà, c'est cet ensemble de batteries qu'on va mettre à disposition. On va poursuivre sur ce sujet, mais d'abord une question de Marion. Alors, le rapport Carlon, donc je suppose que vous avez entendu parler de ce rapport, qui a été rendu public en 2012, fait le constat d'une absence de perspective pour les jeunes des quartiers populaires et d'une ambition scolaire faible. Or, tous les indicateurs le prouvent. Que ce soit des études techniques ou générales, les jeunes qui ont obtenu un diplôme trouvent plus facilement un emploi. Donc, je ne vous apprends rien. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redonner la foi en l'école à ces jeunes? Mais la foi en l'école, ça participe de ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que la ville qui est solidaire de sa population et notamment de sa jeunesse, elle n'a pas directement la compétence scolaire. Mais par contre, elle a une forte incitation à accompagner tout le développement de la culture, tout le développement de la créativité, créer les conditions pour de meilleures installations scolaires. Moi, par exemple, ce qu'on va faire sur Montpellier, c'est remettre rapidement en état l'ensemble des installations scolaires qui doivent être remises aux normes. C'est davantage d'installations, c'est davantage de moyens donnés aux associations qui sont dans le prolongement de l'école, du milieu de travail, du milieu de la culture et qui ont un rôle de cohésion sociale, de tremplin, de relais. C'est une vraie ville solidaire qu'il faut mettre dans la proximité de ce qu'une population dans son ensemble a la considération, a la certitude que le train, il avance pour tout le monde. Et ça, c'est une vraie politique de gauche. Ça veut dire que moi, j'ai des budgets à tenir, mais le budget, je considère que, par exemple, le social, je parle d'attractivité sociale. Je ne parle pas d'investissement lié à l'économie de haut niveau et le reste d'accompagnement social. Ou tout simplement, ce que dit aussi parfois, c'est un terme en termes de considération sociale qui vraiment est un peu péjoratif. C'est sans attractivité sociale, on n'aura pas de développement du territoire. Sans développement du territoire au point de vue économique, on n'aura pas d'attractivité sociale. Alors on va poursuivre avec une autre thématique qui est aussi importante que l'emploi. Il s'agit de la sécurité à Montpellier. Alors la délinquance, quand on parle de sécurité, on parle aussi de délinquance qui est présente à Montpellier comme partout en France. Elle est en augmentation. Là encore, c'est l'emploi et le chômage plus précisément qui sont mis en cause. Alors, nous sommes allés à la Paillade rencontrer nous sommes allés en reportage à la Paillade, un reportage qui a été réalisé avec Grégoire Nartz. Montpellier, 8e ville de France avec la plus forte croissance démographique au niveau national. Selon l'INSEE, elle compte 258 000 habitants au 1er janvier 2012. Ici, la délinquance n'a pas le même visage que certaines grandes villes de France, telles que Paris, Lyon ou Marseille. Mais néanmoins, elle atteint ses sommets en été lors des grandes affluences touristiques. Montpellier, c'est aussi ses quartiers populaires classés en zone de sécurité prioritaire. Des secteurs de grande priorité économique où on atteint des records de chômage, de niveau de scolarité les plus bas. L'accès à l'emploi y est aussi compliqué, bien sûr. Tout cela se traduit par des problèmes d'insécurité. La Paillade, un quartier situé en banlieue au nord-ouest de Montpellier, classé en zone de sécurité prioritaire. Près de 25 000 habitants y vivent.
Tania Leufer, connaît bien la problématique. Elle anime une équipe de 7 éducateurs pour l'association de prévention spécialisée 34 qui travaille avec des jeunes. Je peux dire sur la Paillade, c'est vraiment le quartier totalement classique de la prévention spécialisée. Hein. Beaucoup de précarité, hein. Beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de personnes bénéficiaires du RSA. Je crois qu'on est vraiment dans un quartier classique. Hein. Selon un rapport commandé par la préfecture et paru en 2012, on relevait 63% de logements sociaux et plus de 12 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ici, 28% de la population a moins de 15 ans. 46% des jeunes de moins de 26 ans n'ont pas d'emploi. J'en suis quasi convaincu. Hein. Je crois qu'il y a un tel désœuvrement de ces jeunes qu'on rencontre. Hein. On leur pose la question, même, que ce soit même sur les chantiers éducatifs. Hein. À partir du moment où ils ont un boulot, et s'ils ont un travail même vraiment un boulot précaire, comme les chantiers éducatifs, je veux dire, ils s'attellent à la tâche. Hein. Et on arrive à échanger avec eux sur le pourquoi du comment, pourquoi ils délinquent. Et justement, la délinquance chez les mineurs est en pleine expansion, un phénomène qui inquiète la population et la police depuis quelque temps. Manque de repères sociaux, crise identitaire, chômage, voilà ce qui engendre cette dérive. Ce qui peut faire freiner une délinquance aujourd'hui, c'est le contact. On parlait des mineurs, c'est le contact avec les mineurs, c'est enseigner. Ça n'a pas que notre rôle, bien sûr, on n'a pas tous les rôles à tenir. Il faut impérativement être en contact, il faut impérativement mettre des hommes sur le terrain, ça ne veut pas dire mettre un flic à chaque coin de rue. Et puis bien sûr, on sait après, c'est sur fond de crise. Hein. S'il y avait le plein emploi, il y aurait peut-être moins d'interrogations sur les rôles de la police municipale, nationale et vidéosurveillance. Driss Bouazaoui, un ancien footballeur professionnel, a créé l'an dernier son association OSE pour Objectifs, Sport, Études et Solidarité. Nous le retrouvons ce mercredi-là au quartier Paul Valéry. Il encadre une douzaine d'enfants. C'est des enfants que je cadre depuis 5 ans. C'est un projet que j'ai monté qui s'appelle donc école de foot, donc au quartier de Paul Valéry, donc qui touche tous les quartiers de Montpellier. On essaye de mettre en place justement sur un projet ludique avec un suivi perso et collectif, et puis en même temps de faire des rencontres contre des clubs. Driss est persuadé qu'il faut d'abord revaloriser l'image des jeunes, placer les garçons et les filles à égalité dans la société. Ce qu'on éduque à nos propres enfants, on le transmet spontanément. Et donc ça prouve qu'on veut que ces enfants réussissent parce qu'ils ont tous des qualités énormes et qu'ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à eux. Le 30 mars, un nouveau maire siégera à la tête de Montpellier. Pouvoirs publics et institutions devront donc se donner la main pour tenter d'enrayer le fléau principal, la précarité. Alors Jean-Pierre Mouron dit qu'il faut revaloriser l'image des jeunes. On sait bien que les problèmes de délinquance, c'est aussi, ça découle de l'insuffisance de prise en charge des jeunes dans les quartiers populaires. Il faudrait, je pense, rétablir le dialogue avec la population. Alors comment vous comptez vous y prendre? Alors déjà, c'est une évidence que la difficulté, l'image des jeunes et de population, elle est très liée aussi souvent avec le terreau qu'est la précarité. Ça renforce la difficulté, ça crée des clivages, ça crée des oppositions, des ruptures, des peurs. Moi, l'autorité, c'est très simple. C'est difficile à la fois, mais c'est très simple aussi comme disposition. Je ne suis pas dans l'autoritarisme bête et méchant qui dit qu'il faut mettre un casque, siffler et tout. La ville doit retrouver de l'autorité. Retrouver de l'autorité dans le fait qu'elle met à disposition de sa population les services qu'elle a besoin. Si on prend le cas de la police, par exemple, je pense qu'avant de parler de la problématique liée au service des polices municipales ou nationales, il faut parler de l'état des lieux dans les quartiers en termes de cohésion sociale. Il est important de revaloriser les moyens, la force des associations qui ont un rôle un peu de températeur, de médian, et également de portée en termes d'intérêt sur des points liés au sport, à la culture. On l'a vu avec M. Bouazaoui, que je rencontre très régulièrement. Hier, j'étais avec Roustan, qui a mené l'opération également Foot Citoyen. Bon, tout ceci est une importance clé. L'association culturelle, sportive, environnementale, sociale, tout ce qui fait que dans un quartier, on redonne du sens, on redonne un médian qui est important par rapport à la régulation de ces difficultés qu'on est en train d'évoquer.
Il y a aussi le fait que la ville y donne des moyens. Moi, quand je parle d'un vrai élu de quartier, c'est un élu qui connaît la géographie du quartier, avec un vrai comité de quartier, mais avec également des crédits dédiés à la proximité. Il faut revoir aussi un certain nombre de dispositifs, tels que les subventions de la ville aux associations. À quelles associations ? Que représentent réellement les associations? J'en connais certaines qui ne se représentent qu'elles-mêmes. On l'a évoqué l'autre jour lors d'une réunion. Il est important d'affecter les vrais moyens à ceux qui réellement sont dans le sens vis-à-vis de leurs concitoyens. Et puis ensuite, il y a des crédits d'animation qui sortent des crédits communs, dédiés à un quartier au point de vue motivation. Justement, il faut soutenir ces petites initiatives comme ce qu'on a vu dans le reportage. Non, mais je vous signale que moi, je les soutiens en tant que président de l'agglomération, alors que ce n'est pas directement dans mes compétences. C'est-à-dire que l'agglo, par exemple, a la compétence des équipements, des installations et des clubs de haut niveau. Ça, c'est de la compétence de la ville, de la proximité. Et moi, j'entends d'ailleurs justement réunir ce qu'on peut appeler les disciplines sportives et les installations sportives de ce qu'on appelle le haut niveau avec les clubs de quartier, avec les associations de quartier. Fédérer une véritable dynamique sportive, fédérer une véritable dynamique culturelle et donner des moyens dédiés à cette animation. Ensuite, il y a un deuxième élément. Et là, on vient avec la présence des services dans la ville. La police municipale, plutôt que de crier, comme le fait par exemple Domergue, qui, pendant que Sarkozy a levé 15 000 policiers municipaux et qu'il était député, il dormait sur les bancs de la République, et maintenant il faut les doubler. Ce n'est pas le problème de doubler les effectifs municipaux, c'est redéfinir les fonctions de la police municipale. Moi, je préfère des policiers qui mettent davantage de proximité dans leur rôle de médiateur, dans leur présence également sur les transports en commun, que de délivrer des contredanses sur les pare-brises. C'est redéfinir le lien entre la police municipale et la police, mais une police beaucoup plus dans l'apaisement, dans la proximité, avec des médiateurs de rue, avec des travailleurs sociaux. Ça, c'est l'emploi de proximité qu'on doit remettre dans la ville en termes d'éléments, je dirais, de régulation, de pacification, de calme également, de côté beaucoup plus paisible de la relation interville au sein de chacun de ces quartiers. D'accord. Alors ça on l'a bien compris. Vous avez été parmi les premiers à vouloir la classification des zones de sécurité prioritaire. Or, ces chiffres qui sont annoncés par la préfecture en 2014 sont catastrophiques. Alors, au vu de l'inefficacité de cette méthode, si c'était à refaire, par exemple, est-ce que vous le referiez? Très rapidement, franchement, les réponses courtes. Je ne sais pas ce que vous dites que j'étais à l'origine. Moi, j'ai insisté pour que la zone franche soit maintenue pour conserver encore quelques emplois supplémentaires. Ensuite, les zones de sécurité, si elles sont insuffisantes, ça veut dire tout simplement qu'il faut mettre les ingrédients que je suis en train d'évoquer. C'est-à-dire l'implication de la ville dans la proximité par rapport à l'emploi, par rapport au logement. C'est anormal qu'il y ait des gens qui attendent de 10 ans, par exemple, si c'est le cas, un logement, alors qu'ils ont une antériorité ou autre. On l'a évoqué l'autre jour. Il faut une clarification, une lisibilité. Il faut donner de la respiration. Ce sont les moyens qui sont insuffisants. C'est la volonté, c'est le choix et les moyens. Mais toujours, c'est une question de moyens. Le tout est de savoir où on met les moyens et les choix qu'on applique. Moi, c'est un choix politique très clair. C'est un choix de gauche. C'est un choix véritablement en relation avec le milieu populaire, avec également les classes intermédiaires qui sont en train de se paupériser. C'est un choix global de la ville par rapport à ce qu'elle représente, de capacité de porter la diversité de cette ville. Une ville, c'est pas un quartier UP et le reste qui suit qui est dans la Cistana. Une ville, c'est un territoire dans lequel on considère que chacun est respectable. Khalid, on va poursuivre avec une autre question. Oui. Pour rester dans le thème de la sécurité, vous employez souvent le terme d'autorité. Comme si la sécurité, c'était que des méchants contre des gentils, etc. Alors qu'on connaît le fin fond du problème. On connaît le taux de précarité. On ne va pas revenir sur les constats depuis tout à l'heure. On les connaît tous. Vous avez parlé d'un autre terme qui est aussi important dans les quartiers, c'est la cohésion sociale. Je pense que si on était en matière de cohésion sociale sur la ville à la hauteur, on n'en serait pas là. Je pense que je vous explique mon raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un conseil général à gauche, socialiste, une région socialiste, une mairie socialiste, de tout temps, presque de tout temps. Vous n'arrivez même pas à avoir une propre cohésion d'action sociale. Ça, c'est un constat. Que ce soit au Conseil général, il y a une politique. À la mairie, une autre. À la région, une autre. C'est bien facile de dire que la cohésion sociale elle va régler les problèmes dans certains quartiers, mais commencez déjà par avoir un même cap. C'est pas une leçon que je donne, c'est une réalité. On n'est pas amnésique de la période avant les élections, où vous rentriez dedans corps et âme à chaque fois. Donc, qui nous dit que demain, après ce rassemblement, après cette victoire ou cette défaite, je ne sais pas,
on ne veut plus être les otages de guéguerre qui sont les vôtres. On les a assez subis. Parce qu'un tel n'est pas dans le camp d'un tel, un tel n'est pas dans le camp d'un tel, donc on ne fait rien, on sabote, etc., etc. Ça, on l'a vécu, monsieur Moore. Terminez votre question. Ça fait partie du vécu. Je veux dire, en termes de cohésion sociale, je veux dire, la cohésion sociale, elle ne peut pas se faire. Il y a un des quartiers qui aurait été, je veux dire, un exemple en termes de cohésion sociale, avec les moyens qui a été alloués. Là, ce n'est pas une histoire de moyens, c'est le quartier du Petit Bar. Le quartier du Petit Bar, on a mis les moyens. On aurait pu faire de ce quartier, je veux dire, la vitrine de la cohésion sociale. Sauf que dans les faits, on en a fait le contraire. Aujourd'hui, il y a une égalité entre population, c'est-à-dire, on parle de quartier, mais on parle aussi des femmes toutes seules. On parle aussi des gens qui ont dans à manger sur la Comédie. Ils sont logés sur la même enseigne. C'est des populations auxquelles on ne se tourne pas assez. Et pour finir, il y a une inégalité manifeste entre les territoires. Moi, tant qu'on me dit que ça reste des programmes et des termes, moi j'ai besoin de concret, quoi. Non, mais on est d'accord, on partage ces constats. Mais comprenez bien qu'à un certain moment, il faut engager des politiques. Moi, je ne suis pas en train de me défiler quand je dis ça, mais je n'ai pas de responsabilité dans la municipalité sortante, que je sache. Enfin, ça se saurait, quoi, si j'étais élu municipal. Bon, moi, je suis président de l'agglomération actuellement. Par contre, ce qui est important, effectivement, c'est de souder la ville et son agglomération, de même métropole. Parce que là, on pourra mener des politiques beaucoup plus intégrées. La région n'est pas forcément dans le social, elle est dans la formation. Par contre, on peut passer effectivement des conventions intelligentes, efficaces, avec le département, dans le cadre de la nouvelle politique de la ville que je suis en train de vous présenter. Et ensuite, il faut des projets. Et ces projets, on les acte sur un mandat, et très certainement au-delà de ce mandat. Mais en lisibilité et en rencontre régulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer les politiques publiques. Et de faire en sorte que ceux qui sont en situation d'avoir voix au chapitre, parce qu'ils sont concernés directement, puissent participer à ces comités de pilotage, à ces rencontres rapides. On a souvent évoqué ensemble la question du Petit Bar, on l'a évoqué encore la semaine dernière. Ça veut dire tout simplement que je veux changer les codes par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on est en train d'entreprendre une nécessité un peu d'ouvrir le champ de respiration de cette ville à la réalité de ses problèmes. Montpellier, j'insiste bien, ne sera le Montpellier auquel tout le monde aspire. J'ai une formule pour le dire, quand Montpellier bat Paris au football, c'est tout Montpellier qui gagne. Mais par contre, quand on perd, c'est tout Montpellier qui perd. Et moi, je souhaiterais que le maximum de victoires, elles soient adossées à la participation, à l'écoute et aux solutions concrètes qu'on va mettre sur le terrain. Alors, et moi, c'est le projet que je vous présente. Une dernière question, mais vraiment une toute dernière question très courte, avec une réponse très courte, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de faire très court. En matière de sécurité, donc Jacques Domergue et Joseph Francis se sont prononcés en faveur de la vidéosurveillance qui équiperait tous les quartiers de Montpellier. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre ce système, ce dispositif? Et si oui, comment vous l'installeriez dans la ville? Je pense que la vidéosurveillance est un élément complémentaire du dispositif. Elle a son utilité dans les lieux qui sont très fréquentés ou des lieux considérés, à juste titre, parfois, comme sensibles et devant être dans le cadre un peu d'une observation adaptée aux risques qu'il faut prévenir et contre lesquels il faut lutter. Donc pour vous, ce serait ciblé? Mais c'est ciblé sur... c'est pas la peine de multiplier les caméras pour les caméras. Moi, je suis sur un bon complément entre, d'une part, une police de proximité qui n'existe plus. Je ne vois pas un policier municipal au moindre des carrefours, alors que parfois, ça coûte pas cher, ça. Hein. Un petit pois chiche avec un noyau d'osier, ça fait 2,30 €. Mais un policier municipal, les matins au carrefour sensible, ça dégage pas mal de thrombose de circulation. C'est un exemple. Je veux des policiers municipaux, effectivement, à la sortie des écoles. J'en veux dans la proximité des quartiers pour rassurer un peu cet élément de tranquillité publique à laquelle aspirent 95% de nos concitoyens. Après, on sait toujours qu'il y a un peu des fauteurs d'animation ou de troubles. Mais ça, c'est à la marge. Voilà ce que j'appelle l'autorité conférée, discutée et acceptée par les populations. Mais il faut la remettre sur le devant de la table, à la proximité déjà. Alors, on vous a écouté attentivement. Je crois qu'on va laisser la parole au public s'il y a quelques questions très rapidement aussi à M. Moore. Bonjour. Monsieur Moore, bonsoir. Je m'appelle Adil Soso, militant dans les quartiers populaires. Bonsoir. Vous me connaissez bien vu que vous avez lancé une directive m'interdisant l'entrée dans votre meeting public à René Bougnol. Mais ce n'est pas le sujet, ce qui n'est pas trop démocratique pour quelqu'un du Parti socialiste. Ma question concerne justement les quartiers populaires. La façon dont vous faites campagne dans nos quartiers à la Paillade. D'une, ça se joue sur le communautarisme et sur le clientélisme. On sait tous très bien que cette politique clientéliste a gangréné nos quartiers populaires.
Ce qui est bien, c'est que ce jeune, dans ce reportage, a parlé d'associations qu'il n'a jamais entendues et n'a jamais vues. Maintenant, à la Paillade, on voit des associations qui sortent de sous terre comme des escargots après un temps de pluie, qui proposent de l'emploi aux jeunes, qui proposent bientôt des logements sociaux. Ils demandent même des CV carrément à des jeunes désespérés en leur faisant croire que si vous gagnez, le problème va être réglé. Donc, nous, on en a marre de cette politique fraîchiste qui perdure, dont vous êtes l'héritier. Tout ce qu'on vous demande... Georges Frêche, il n'a pas d'héritier. Il a comme seul héritier que sa famille. Hein. Oui, héritier politique. Ouais. Héritier politique, vous êtes sur sa trace puisque vous utilisez les mêmes méthodes. Alors, Adil, posez votre question clairement et il faut que M. Moore puisse répondre rapidement également. D'accord. La question, c'est quand est-ce que vous allez mettre fin à cette politique des associations, parce que je vais parler de ce jeune qui a dit les associations, on ne les connaît pas, elles n'existent pas. Ces associations, elles sont étiquetées PS, elles sont goinfrées de subventions. Résultat des courses, on a le rapport Carlan, 46% de chômage, 12% de la population. Ce sont des chiffres qu'on a déjà mais c'est-à-dire qu'il y a des associations subventionnées qui existent, et la question de se demander, c'est comment se fait-il qu'on en est arrivé à une telle catastrophe économique et sociale soutenue par une politique socialiste qui perdure depuis 35 ans ici à Montpellier, soutenue aussi par Monsieur Moore, répondez très rapidement, s'il vous plaît. Je vois l'orientation de votre question. Je vais vous répondre très... Je vous ai déjà répondu. Je vous ai déjà répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que les associations, moi j'entends, si j'ai la responsabilité de la ville, je mets la main parce que je ne vous vois pas avec le phare. Là. Si vous mettez là, je vous verrai mieux. Merci. J'entends procéder à un inventaire complet des associations de Montpellier par rapport à ce qu'elles représentent, les moyens qui leur sont attribués, est-ce que c'est légitime enfin, ou pas. Ça c'est objectif. Je vais procéder à cet inventaire. De même qu'on va faire la même chose pour toutes les installations sportives, les installations culturelles, les salles susceptibles d'être mises à disposition, qu'on peut utiliser de manière polyvalente, etc. Moi, je suis sur une voie d'avenir. Vous m'attribuez des vocables socialistes, communautaires. Si vous connaissiez Jean-Pierre Moore, vous sauriez très bien que le fils de celui qui a 17 ans a pris le maquis, il n'est pas pour le communautarisme. Ça, c'est le premier point. Et j'accepte pas qu'on me taxe de ce genre de choses. Alors, s'il vous plaît, je pense qu'on va... Ouais. Mais écoutez, vous avez des militants ou des sympathisants qui tractent pour tous les candidats. Moi, je suis en train de conduire un large rassemblement. S'il y a des gens qui tractent sur les marchés, eh bien, c'est une très bonne chose, parce qu'ils participent également à la traduction de la démocratie. Mais derrière, n'y mettez pas des exégèses du style héritier de Frêche, je respecte, j'étais son premier vice-président, j'en suis fier. Et j'étais le président de l'agglomération depuis 2010. Élu à 86 conseillers communautaires sur 90. Ça veut dire qu'en quelque part, il y a une forme de confiance du sérieux du bonhomme. Et moi, je n'accepte pas qu'on me traite de communautariste. Parce que c'est l'antipode, terminez votre réponse, Monsieur Moore, et puis je pense que... terminez votre réponse en quelques phrases, Monsieur Moore. Terminez la réponse, je viens de répondre ce qu'il m'a dit. Voilà, alors... Adil, merci, merci pour votre intervention. Nous arrivons au terme pas se mettre en situation d'exclusion. Il reste une question, très rapidement, une question. Alors, une question claire et nette. Déjà, j'ai presque la moitié de la réponse, mais j'hésite pas à reposer la question. Déjà, bonjour à tout le monde, Monsieur le Président. Comme je suis président de l'association Sport pour tous 34, qui a l'objectif de l'orientation des jeunes vers le sport, et avec le sport, on lutte contre la dépendance de la drogue. Donc, j'ai une petite question. Je veux savoir exactement quels sont les projets réservés au sport et aux associations sportives. Donc, du coup, parce qu'on a un petit souci au niveau des créneaux, quand on demande la salle pour un événement sportif, chaque fois, il y a des problèmes. Il faut reporter, il faut demander, il y a les championnats, il y a ci, il y a ça. Vraiment, voilà. Quelques phrases, deux, trois phrases, s'il vous plaît. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cette question. On l'a par rapport au phénomène associatif en général, culturel, sportif. Il y a sur cette ville actuellement le constat qui peut être fait que globalement par rapport à son évolution, par rapport à l'envie aussi, la frénésie de développement des associations, un manque d'installation pour permettre de jouer parfois sur des créneaux successivement attribués aux associations, ça ne suffira pas, il faut créer d'autres installations. On l'a évoqué sur la Paillade, sur la Mosson, mais c'est valable pour l'ensemble des quartiers de la ville. Moi, à l'avenir, tout quartier qui sera en extension, en renouvellement, ne sera pas conçu s'il n'a pas les équipements, les installations scolaires,
sportive et culturelle. Ça, c'est une réalité. Repartir de quartiers qui sont structurés, rattraper le retard là où ça l'est, et il y a un gros effort à faire de ce côté-là. De même que pour les installations au niveau scolaire, sur le mandat à venir. Très bien, alors je pense que ce sera, je crois que ce sera le mot de la fin. Jean-Pierre Moore, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on va vous demander de signer le livre d'or qui se trouve juste à côté de vous. Et pendant ce temps-là, je vais remercier les journalistes de Master Journalisme et les bénévoles et les techniciens, les stagiaires de Kaina et l'ensemble de toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer et à réaliser cette émission. Merci, à très bientôt.